Alors, ces dernières semaines, impossible de passer à côté de ce qui est devenu un véritable feuilleton. On voit passer une vidéo d'un robot qui marche, l'autre d'un prototype qui plie le linge. À chaque fois, c'est un mélange d'impressionnant et d'un peu flippant. Et la réaction est toujours la même, ça devient viral. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on voudrait ce robot chez soi, dans notre espace le plus intime? Et si on regarde un peu les commentaires partout sur le net, la réponse est assez claire. C'est un grand non. Un non quasi unanime. Bon, ce refus, on peut tout à fait le comprendre. Mais ce qui est fascinant, c'est quand on creuse un peu les raisons avancées. On parle de vie privée, de sécurité, de la peur de perdre le lien social. Sauf que, si on y regarde de plus près, ces arguments tiennent difficilement la route quand on les compare à ce qu'on fait déjà tous les jours. Allez, creusons un peu cette idée. Il y a une vraie contradiction en fait. On accepte des choses de la part d'objets discrets qu'on refuse en bloc à un robot qui nous ressemble. Il est temps de déconstruire un peu ces fameux arguments. D'abord, la peur pour nos données. On s'imagine cette machine en train d'aspirer toute notre vie privée. Sauf que, soyons honnêtes, on confie déjà nos conversations les plus secrètes à des applis de messagerie, nos photos de vacances à des serveurs on ne sait où, et on laisse des anciens connectés nous écouter en permanence. Et la peur d'être filmé? Là encore, c'est un peu la même histoire. Beaucoup de gens ont déjà des sonnettes vidéo, des caméras de surveillance, ou même ces aspirateurs robots qui cartographient notre intérieur au centimètre près. La seule différence, ces objets n'ont pas de bras ni de jambes, alors on finit par les oublier. Ensuite, il y a la peur qu'un inconnu puisse le contrôler à distance. Ok, l'idée est dérangeante, c'est vrai. Mais on donne déjà les clés de chez nous, un accès physique à notre intimité, à des aides à domicile, à des livreurs, à des artisans. En fait, le problème, ce n'est pas tant l'accès, c'est que le médium soit un corps de métal. Et enfin, l'argument social, le robot qui remplacerait le contact humain. Mais il faut voir la réalité en face. Pour beaucoup de personnes âgées, isolées ou malades, l'alternative, ce n'est pas un robot ou une aide-soignante. C'est souvent une aide technique ou rien du tout entre deux visites espacées. Donc si toutes nos raisons logiques sont un peu bancales, est-ce que ce ne serait pas juste des rationalisations? Peut-être qu'on essaye de mettre des mots sur un sentiment beaucoup plus instinctif, presque viscéral. Eh bien, ce sentiment, ce malaise, il a un nom, c'est la vallée de l'étrange. C'est une idée qui date de 1970. En gros, plus un robot nous ressemble, plus on l'apprécie, jusqu'à un certain point. Quand il devient presque humain, notre cerveau bug. Ce n'est plus tout à fait une machine, mais ce n'est pas encore un humain. Et c'est ça qui nous met si mal à l'aise. Cette courbe l'explique parfaitement. On part d'un simple bras industriel, ok, c'est un outil. On passe à un petit aspirateur robot, on le trouve même sympa, presque mignon. Et puis, d'un coup, on arrive à ce robot qui nous ressemble un peu trop, mais pas assez, et là, bim, on plonge dans le malaise. C'est ça, la vallée de l'étrange. Alors, ça amène une question assez logique finalement. Si on sait que cet obstacle psychologique est si fort, pourquoi s'obstiner à leur donner une forme humaine? Oui, pourquoi les ingénieurs du monde entier s'acharnent à construire des machines qui nous ressemblent, au lieu de créer des engins purement fonctionnels qui ne dérangeraient personne? La réponse, en fait, elle est d'un pragmatisme quasi désarmant. Ce n'est pas du tout un délire de science-fiction. C'est une contrainte, une nécessité dictée par le monde qu'on a déjà construit. Il suffit de regarder autour de nous. Tout, absolument tout, est conçu pour un corps humain. Les escaliers, les poignées de porte, les outils, les commandes d'une voiture, les claviers. C'est infiniment plus simple de créer un robot qui s'adapte à notre monde que de reconstruire le monde entier pour les machines. Et c'est précisément là que tout le débat bascule. Parce que pendant qu'on se focalise sur l'idée d'un robot dans notre salon, la vraie révolution, elle, se passe complètement ailleurs. L'idée centrale à comprendre, c'est que l'impact de ces robots, on le vit déjà aujourd'hui. Mais ça se passe dans des endroits qu'on ne voit jamais, loin des yeux du grand public. Ce sont des géants comme Amazon, BMW ou Tesla qui sont les vrais moteurs de cette révolution. Pas pour nous amener le café, non, mais pour automatiser leurs usines et leurs entrepôts gigantesques. Et attention, on ne part pas du futur là. Le chiffre est juste hallucinant. Amazon a déjà mis en service plus d'1 million de robots depuis 2012. Pour l'instant, la plupart ne sont pas humanoïdes, mais la direction est très très claire. Du point de vue d'une grande entreprise, le calcul est vite fait. Un robot, ça ne se fatigue jamais, ça ne prend pas de vacances, ça ne tombe pas malade, et sa productivité ne fait qu'augmenter à chaque mise à jour logicielle. C'est imbattable. Du coup, on comprend bien que la menace, elle va bien au-delà de l'économie. Ça vient nous bousculer sur des questions beaucoup plus profondes, des questions presque existentielles. Jusqu'à maintenant, on pensait que les métiers manuels, physiques, étaient à l'abri de l'automatisation par l'IA. Eh bien, le robot humanoïde, il fait voler cette certitude en éclats. En gros, il donne un corps à l'intelligence artificielle et lui permet d'agir dans notre monde. Il faut dire que notre société a construit une énorme partie de notre valeur, de notre identité, sur le fait d'être utile, le plus souvent à travers le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette utilité est remise en question à une échelle massive ?
Ça nous force à redéfinir ce qui a de la valeur. Peut-être que la valeur de certaines choses ne vient pas de leur perfection, mais justement de leur imperfection humaine. Un plat un peu raté, mais fait avec amour. Lire une histoire à un enfant et s'endormir avant la fin. C'est ça, la vraie vie. Au final, ce robot dans notre salon, c'est peut-être juste une distraction, l'arbre qui cache la forêt. La vraie question qu'il nous force à nous poser est bien plus vertigineuse. Si les machines deviennent meilleures que nous pour tout ce qui est utile, alors à quoi on sert ? Qu'est-ce qui au fond définit notre humanité ?